à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Nous allons, comme d'habitude, commencer par la chronique lecture avec le bilan du mois d'août de mon challenge du livre mystère 2024. Alors, d'après vous, combien de livres j'ai lus sur ce mois d'août ? Eh bien 8. 8 livres lus sur le mois d'août. Comme quoi, cet été, j'ai vraiment pu consacrer beaucoup de temps à la lecture. Mais sans tarder, commençons par la première lecture du mois d'août. Le choix pot s'est porté sur le tome 24 de la série des enquêtes de Charlotte et Thomas Pitt, sur le tome Long Spoon Lane d'Anne Perry, qui est un roman policier historique. Pour le résumé du tome 1, bien entendu, puisque je ne vais pas vous parler ou vous spoiler sur le tome 24, même si beaucoup de choses n'ont pas trop changé, donc du coup je pourrais éventuellement vous donner le résumé du tome 24, mais on va déjà commencer par le tome 1 de la série d'enquêtes de Charlotte et Thomas Pitt. Thomas Pitt. Alors, le tome 1 s'appelait « L'étrangleur de Cater Street ». Un mystérieux tueur étrangle et mutile des jeunes femmes dans le quartier huppé de Londres où vit la famille Ellison. Alors que la menace se rapproche, la jeune et téméraire Charlotte Ellison se retrouve malgré elle au cœur de l'enquête, aux côtés de l'arrogant mais séduisant inspecteur Thomas Pitt. Derrière la façade luxueuse de l'Angleterre victorienne, secrets et zones d'ombre ressurgissent à mesure que le danger guette. Voilà la mise en ambiance du tome 1. Sur ce tome 24, on peut... je vais vous donner le résumé. Réveillé en pleine nuit par Victor Narraway, chef de la Special Branch, Thomas Pitt est sommé de se rendre d'urgence dans Middle Street, où des anarchistes menacent de faire sauter une bombe. Après une course-poursuite effrénée, il parvient à arrêter 2 d'entre eux, mais découvre dans leur QG de Long Spoon Lane le cadavre de leur chef, fils d'un lord très influent, abattu d'une balle dans la nuque. Intrigué par ce meurtre et les accusations plutôt troublantes des 2 anarchistes qui dénoncent une corruption policière étendue, Pitt décide d'enquêter avec l'aide de son ancien acolyte du commissariat de Bow Street, l'inspecteur Tellman. Il découvre alors une conspiration policière et politique terrifiante orchestrée par le cercle intérieur qui ne lui laissera pas d'autre choix que de s'allier avec son pire ennemi, Lord Charles Voysey. Alors j'ai déjà lu une grande partie des aventures de Thomas et Charlotte Pitt, mais il y en a encore plus à découvrir. C'est une très longue série de Cozy Mystery. Cela faisait vraiment très longtemps que je ne les avais pas retrouvés et je me suis rendu compte que je n'avais pas lu cette suite dans le bon ordre. C'est ballot. Cela fait au moins 13 ans que j'ai lu le dernier, soit l'âge de mon cadet. Vous devinez qu'avec 2 enfants, ma vie était bien remplie et sans m'en rendre compte, j'ai mis cette série sur pause. On comprend mieux comment j'ai pu en perdre le compte. Mais revenons à mon avis. Dans ce tome 24, j'apprends des infos sur un changement de vie et des éléments sur une enquête précédente que je n'avais pas lue. Bien sûr, sinon ça ne serait pas drôle. Cependant, en faisant abstraction de ce que j'ai raté, j'ai passé un bon moment de lecture, même si le sujet porte sur une conspiration politique. Et que ce n'est vraiment pas ce que je préfère lire. Se référer à mon épisode 7, partie 1, où je commente un autre livre avec le même thème. Bref, je divague. Le personnage de Charlotte a habituellement plus de place dans les enquêtes, et là, ça m'a beaucoup manqué. Parce que celle que je suis en lisant cette série, c'est bien elle, Charlotte, plus que Thomas. Mais bon, je vous rappelle qu'on est au 19e siècle, que la place de la femme n'était pas franchement terrible. Même si Thomas a toujours laissé plus ou moins sa femme l'aider, là, elle est beaucoup moins présente et elle m'a vraiment manqué. Alors va falloir que je me remette sérieusement sur cette série et que je la lise dans le bon ordre, pour bien me réimprégner de cet univers au plus vite. Si vous aimez les cosy mordeurs, l'Angleterre du 19e siècle, le thé, les scones, les personnages complémentaires et profonds,
cette série devrait vous plaire. Ma deuxième lecture s'est portée sur le tome 11 des enquêtes d'Erika Falk et de Patrick Edstrom, Le nid du coucou de Camilla Läckberg, qui est un roman policier genre polar nordique. Alors, comme d'habitude, pour pas vous spoiler sur tous les autres tomes si vous ne les avez jamais lus, je vais vous faire le résumé du tome 1, qui s'appelle La princesse des glaces. Erika Falk, trentenaire installée dans une petite ville paisible de la côte ouest suédoise où elle écrit des biographies, découvre le cadavre au poignet tailladé d'une amie d'enfance dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête, Erika est vite convaincue qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point et sur beaucoup d'autres, l'inspecteur Patrick Edstrom, amoureux transi, la rejoint. Stimulée par cette flamme naissante, Erika se lance à la conquête de la vérité et met au jour, dans la petite société provinciale qu'elle croyait bien connaître, des secrets détestables. Bientôt, on retrouve le corps d'un peintre clochard, encore une mise en scène de suicide. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire sur le tome 11 que moi j'ai lu, qui est le dernier qui est sorti cet été, et que je m'étais procuré le jour de mon anniversaire, où j'ai eu le droit de claquer beaucoup d'argent dans beaucoup de livres. Je vais plutôt vous faire un avis généralisé sur cette série, puisque j'ai lu tous les tomes, je suis à jour. Donc j'étais ravie, comme toujours, de retrouver Erika et Patrick, après les avoir suivis sur les 10 autres tomes. On les voit vivre leur vie tout en s'impliquant corps et âme dans leurs enquêtes. Comme l'autrice sait si bien le faire, on suit l'intrigue très attentivement, le page-turner garanti. Il y a une quantité de personnages tous très différents, dont on voit la vie entrecouper l'enquête et croiser la route de nos deux personnages principaux. Ce que j'aime dans leur histoire, c'est qu'il y a toujours deux enquêtes, celle du présent et celle du passé. L'autrice découpe son livre en deux temps, deux histoires qu'on croit parfois différentes alors qu'elles s'entremêlent, et le passé donne toujours le fondement du présent. Sans ce passé, le présent aurait probablement été différent, et c'est ce que j'aime dans l'écriture de Camilla Läckberg. Montrer comment l'origine du mal a condamné les victimes du présent comme du passé. Si vous aimez ce genre de polar nordique, n'hésitez pas, vous aurez deux histoires pour le prix d'une. Ma troisième lecture a été La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, qui est une romance feel-good, cosy fantastique. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas fan des romances. Mais quand il y a un côté cosy, un côté fantastique, un côté sorcière, alors je me laisse tenter. Voilà le résumé. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mikamoon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie. Dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas. Après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières. Sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour, pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi. Devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente attirant, est prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible. Et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser? Alors pour mon avis, le mot romance aurait pu me faire fuir. Mais le mot sorcière, comme je vous le disais, a attisé ma curiosité. Ici, on est sur une jolie petite tranche de vie avec un soupçon de magie. Un peu comme la série Un soupçon de magie,
avec Catherine Bell, James Danton ou Sora Power, entre autres. On est totalement dans cette vibe. C'est doux, sensible, même la seule scène de smut est simple à lire et laisse parfaitement notre imagination filer. Mais on appelle un chat. Ça, y a pas photo. La romance, heureusement, n'est pas ce qui compte le plus dans cette histoire. Et c'est pour cela que j'ai apprécié de la lire. Ce qui compte, ce sont les personnages, avec leurs défauts, leurs qualités, leur profondeur, et aussi ce qui les a blessés, fait ce qu'ils sont au moment du récit, mais qui savent évoluer dans le bon sens et accepter d'avancer. La différence est abordée de multiples manières et le message qui passe est très agréable à lire. Mika est une femme très intéressante et qui accepte d'ouvrir son cœur, et c'est là le cœur de l'histoire, l'amour. Et l'été quel qu'on soit me font grave envie. Alors si vous avez envie d'un moment cosy et d'une tasse de thé, c'est le livre qu'il vous faut. Pour ma 4e lecture, nous sommes sur The Wicked Deep, fin 18e siècle, La malédiction des Swan Sisters de Shea Earnshaw. C'est un fantastique young adult. En résumé, c'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, dans la ville de Sparrow, Marguerite, Aurora et Ethel Swan, 3 jeunes femmes belles et indépendantes, furent accusées de sorcellerie, puis noyées, exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, elles reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage, car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Alors, mon avis. Même si l'intrigue se devine facilement au fil de l'eau, l'autrice sait nous mener dans son récit avec beaucoup de maîtrise. On se laisse surprendre par la plume de l'auteur, entre de belles descriptions poétiques, voire hypnotiques. On est dans la Swan Season avec les personnages principaux. On y suit l'histoire de Penny et de Beau, chacun avec un passé et des secrets bien gardés. On y suit leur amour naissant et les premiers émois qu'une romance sur fond de noyade meurtrière peut apporter. C'est délicat, c'est authentique. On y suit une vengeance meurtrière qui, avec le temps, ne s'atténue pas, même si peut-être la lassitude de cette vie se glisse subrepticement derrière chaque mot écrit. On lit, on écoute ce que les Swan Sisters ont à dire et on comprend comment elles en sont arrivées là. Pour ceux qui ont aimé Blackwater ou Nancy Drew, vous savez, la série télé avec Kennedy McCann ou Scott Wolf, basée sur la série de livres Nancy Drew Détective écrite par Caroline Keene. Eh ben, on est là, entre meurtre et fantastique. Et si vous aimez ces genres, vous devriez pouvoir apprécier votre lecture autant que moi. Ma 5e lecture s'est portée sur Les éclats de foudre de Cindy Derieux, qui est un fantastique historique. Le résumé : fin XVIIIe siècle. Capitaine de navire et ancien corsaire, Hector Lark est réputé pour sa capacité à faire face aux situations difficiles. Mais le jour où il doit convoyer le navire La Témérité, il est confronté à des événements étranges. Quand son équipage est en proie aux superstitions, il lui faudra découvrir seul la vérité. Il ignore que sa situation n'est pas isolée, la famille royale elle-même enquête sur des naufrages inexpliqués, tandis qu'une vieille légende dont ils connaissent tous les secrets sur la forêt des êtres refait surface. Pour mon avis, j'avais rencontré l'autrice lors du salon du Coquelicot Noir de Nemours, vous savez, le salon du polar, et le résumé, entre événements étranges, enquêtes sur des naufrages, m'avait bien plu. Si on y suit avec intérêt un capitaine qui cherche à comprendre ce qui est arrivé à son navire, qui a fait naufrage du coup, et les légendes sur des êtres fantastiques et dangereux, je n'ai pas su m'accrocher à l'histoire. Entre les traits, peut-être trop, nombreux personnages et les événements qui arrivent au bon moment, je me suis un peu perdue dans ma lecture. Il est vrai que cette semaine-là, l'insomnie m'avait tenu compagnie presque toutes les nuits et avec le boulot, j'étais très fatiguée. Peut-être n'ai-je su saisir cette histoire comme elle l'aurait dû et j'en suis la première navrée. Alors pour les amateurs de corsaires, de complots politiques, de romans historiques avec un soupçon de magie et de fantastique, n'hésitez pas à le lire. Peut-être y trouverez-vous ce que moi, je n'ai pas réussi à y voir.
Ma 6e lecture fut sur L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset, qui est un polar thriller historique. J'étais vraiment beaucoup sur ces histoires du passé ce mois-ci. Bref, en résumé. Paris, début du 19e siècle. Louise survit dans la rue comme diseuse de bonne aventure. Officiellement, elle lit dans une boule de cristal. Officieusement, elle sait surtout décrypter le visage de ses clients. C'est ce qui pousse la célèbre cartomancienne, Marie-Anne Lenormand, à la prendre comme assistante. Ensemble, elles forment rapidement un duo très prisé de la place parisienne, jusqu'au jour où tout bascule. Alors que l'inspecteur Brandicourt sollicite les compétences de Marie-Anne sur une étrange affaire de meurtre, la prophétesse est arrêtée pour trahison. Déterminée à ne pas laisser ce coup du sort la renvoyer dans la rue, Louise va œuvrer pour libérer sa mentor et faire la lumière sur ce crime mystérieux. De la cour de l'impératrice Joséphine au bas-fond de la capitale, l'apprentie cartomancienne devra se faire discrète et clairvoyante, sont nombreux dans ce monde de complots, de jalousie et de traîtrise. Mon avis, c'était une très bonne lecture qui mixait tout ce que j'aime. Les enquêtes, l'histoire avec un grand H, l'ésotérisme, la criminologie, voire même le profilage. En suivant le jeu des cartes de tarot divinatoire, le petit Lenormand, on suit une jeune apprentie cartomancienne et un policier dans une enquête très bien travaillée, même si j'étais très étonnée que le policier l'inclue si facilement dans son enquête. Ça m'a un peu changé des policiers qui ne souhaitent pas la coopération de civils, mais qui malgré tout écoutent ce qu'ils ont à dire sur le cheminement de leur enquête. Mais il est vrai que sa capacité à lire sur les visages et dans les comportements ont apporté les preuves de sa nécessité et l'ont sacrément aidé à découvrir la vérité. Les personnages sont attachants et profonds, on les suit avec grand plaisir, nonobstant les circonstances fâcheuses d'un crime à résoudre. Et que dire de cette belle couverture de Violette Nouvelle qui met tout de suite dans l'ambiance. Pour ma 7e lecture, j'ai lu le tome 2 de la série Les Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell, qui est un fantastique horreur jeunesse. Résumé du tome 1. S'il est des lieux obscurs dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort, sans nul doute, en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux Croche-Mort ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Je vais quand même vous faire le résumé du tome 2 parce que, vous verrez bien, ça spoile pas vraiment. Mais ça raconte la suite de l'histoire sans en dévoiler trop. Donc le résumé du tome 2. Dans les profondeurs de la ville, là où les ombres dansent au rythme des murmures lugubres, le mal vient de se réveiller. Luttant pour survivre au brouillard mortel qui recouvre Whispertown, les jumeaux Croche-Mort vont devoir faire face à une menace plus terrible encore. Un danger dont Silence n'a pas conscience. Auriel, lui, n'a qu'un but, la protéger. Pour mon avis, autant dire que j'adore cette histoire. C'est avec un immense bonheur que je me suis plongée dans la suite des aventures de Silence et Auriel. Les couvertures de Flammarion Jeunesse mettent tout de suite dans l'ambiance sombre de ce roman. C'est une trilogie, je crois. Le tome 2 venant à peine de sortir, j'attends déjà avec impatience la suite et la fin. Ces couvertures nous font sentir l'intensité des deux personnages principaux et on est pris entre l'inquiétude et l'envie irrépressible de tourner la page. Avec sa plume, l'autrice sait exprimer le malaise, l'angoisse, la peur et leur histoire est si étrange. Un vrai régal. Et en même temps, elle nous fait aimer ces deux jumeaux que la vie n'a pas épargnés et qui doivent quitter la vie qu'ils se sont créée après la mort de leur mère, d'un concon douillet et agréable, l'intrigue les projette dans une ville où le mal rôde, où les cadavres s'amoncellent dans les rues, à des menaces de mort, même pas cachées. On a tout de suite envie de les protéger et de les aider à comprendre les règles de leur famille et de la ville où celle-ci a fait fortune. Alors, si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à les découvrir. Le 8e et dernier livre que j'ai lu sur ce mois d'août, c'était le tome 1 de la série Alunia de Tif. Entre fantaisie,
et science-fiction. J'ai pas encore réussi à me décider. Le résumé du tome 1. Une chose est sûre pour Léa. Elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ, tout se bouscule. Embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader, Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Quelle belle histoire que d'avoir droit à une deuxième vie. Bon, après, atterrir dans un monde totalement inconnu, où le danger se retrouve dans le moindre recoin, c'est un peu moins tentant. Par contre, la lecture fut dure. Pour mon grand âge, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. La version poche que j'ai lue a utilisé une écriture si minuscule. Elle contient quasi autant de pages que la version grand format, que j'ai eu du mal quand j'étais fatiguée à ouvrir suffisamment grand les yeux pour lire les mots. Mais il est vrai que ça laisse plus de place aux illustrations de l'autrice, qui est également illustratrice, qui réussit à nous donner une idée de l'univers en quelques coups de crayon, et c'était très agréable. Pour en revenir à l'histoire, dans un premier temps, on suit une jeune héroïne badass comme je les aime, et des personnages tous avec un vécu et des blessures profondes qui nous permettent de comprendre la dangerosité, c'est dur à dire, de ce nouveau monde. Léa suit un chemin semé d'embûches et de secrets lentement révélés, et malgré les épreuves, sait se relever, même si c'est difficile. Dans un second temps, on y suit Anya, qui ne laisse pas son handicap la définir et qui, malgré cette véritable difficulté, va tenter par tous les moyens dont elle dispose, et ils sont peu nombreux, pour démêler le vrai du faux et combattre le même ennemi que Léa. C'est clairement une histoire dont je vais lire le deuxième tome, pour replonger dans la plume descriptive et visuelle de l'autrice. Et vu le cliffhanger de la fin du tome 1, pas moyen que je reste sur ma faim. Belle réussite à l'autrice. Et voilà la fin de mon petit bilan de mois d'août. Bon, en vrai, cet été a été un réel moment de vidage de pâle. Et ce fut un très grand plaisir de vivre pas moins de 22 aventures entre polar, fantastique, fantasy et science-fiction. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas tout lu de ma pile à lire, et il me reste encore plein d'histoires à découvrir et que bien entendu, je ne manquerai pas de partager avec vous durant les mois à venir. Et voici maintenant la deuxième partie, la chronique d'écriture. Aujourd'hui, ce mois-ci, je vais vous parler de l'école d'écriture 2.0 de Cécile Duquesne. Entre gamme d'écriture et cours, je me suis inscrite à pas moins de 16 ateliers qui m'ont permis, avant de croiser le chemin de l'Icare ou du manoir littéraire, dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, d'avancer et de devenir l'autrice que je suis aujourd'hui. Cécile Duquesne nous apprend à écrire dans les meilleures conditions qui soient, sous forme de podcast que l'on peut écouter quand nous le souhaitons, car dès que vous achetez une de ces formations, vous avez un tableau de bord qui les réunit au même endroit et vous y avez accès à autant de fois que nécessaire. Chaque atelier est composé d'un cours que l'on peut écouter et de très nombreuses annexes permettant de visualiser les propos de la formatrice et de mettre en pratique les éléments qu'elle a développés. Les 3 gammes d'écriture que j'ai fait portaient sur les bases de l'écriture, les descriptions et les styles. Chaque question posée est illustrée par des exercices d'écriture que nous pouvons faire en respectant quelques consignes imposées. Je me souviens que l'un des exercices était de raconter l'histoire d'un objet en commençant par la phrase « Connaissez-vous l'histoire qui se cache derrière cet objet ?» C'est ainsi que m'est venue la légende de la machine à écrire de mon histoire de paranormal détective. De cette légende m'est venue l'idée de mon personnage de détective fantôme qui enquêterait par-delà la mort sur des décès étranges. Grâce à des formations comme créer des personnages fascinants et des intrigues passionnantes, de la tête à l'écrit, comment créer des personnages uniques, trouver leur voix et les introduire de façon percutante dans votre récit, j'ai travaillé mes différents personnages en me basant sur sa fiche
de personnages où je me suis imprégnée de chacun d'eux en leur créant une personnalité, des goûts et une histoire. J'ai pu ainsi définir mes 3 personnages principaux, Anselme, mon détective fantôme, et les jumeaux Antoine et Amélia qui s'installaient dans l'ancienne maison du détective. En créant leur passé, j'ai commencé à voir mon intrigue se dessiner et à les poser comme des personnes à part entière. Avec la formation sur l'intrigue, les dialogues, la création d'un univers immersif, les registres littéraires, le page-turner, le steampunk, entre autres, oui, j'en ai fait beaucoup, j'ai pu affiner mes connaissances et acquérir des outils de narration pour commencer mon roman. Puis je me suis inscrite à celle sur l'édition, le synopsis et l'Inkipit. L'atelier sur l'Inkipit m'a permis, après un drôle de rêve qui m'a réveillée en pleine nuit, d'écrire le prologue sur l'histoire de la mort d'Anselme, mon détective fantôme. J'avais eu l'idée de raconter comment il avait compris qu'il était mort et qui plus est, assassiné. Vous imaginez le comble pour un détective renommé de réaliser que quelqu'un lui en avait voulu à ce point et de n'avoir rien vu venir ? Pour apprendre à communiquer, j'ai fait la formation sur la newsletter, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en vous abonnant à mon podcast. Elle n'est pas encore très développée pour le moment, mais je continue d'y travailler afin de partager au mieux avec vous. Et j'ai également pris celle sur écrire pour vendre, mais celle-ci m'attend, car je ne suis pas encore prête pour cette étape. Elle viendra quand cela sera le bon moment. Pour mon actualité, je suis toujours dans l'attente des retours de mes bêta-lecteurs. Je leur avais donné une deadline d'ici fin septembre, si tout va bien. Il me reste encore un petit mois et je devrais avoir très vite leur retour. Ce qui commence à me stresser un peu beaucoup, voire même passionnément. Vous savez, ce fameux syndrome de l'imposteur qui vous titille quand vous avez peur, que vous n'avez pas confiance en vous. Plus le temps passe, plus je me demande si cette histoire vaut le coup ou si elle est tellement nulle que j'aurais passé du temps à la développer pour pas grand-chose. Ou bien que les retours vont être tellement négatifs que j'aurai tout à refaire. C'est horrible ce sentiment de ne pas se sentir légitime ou de se croire meilleur qu'on ne l'est vraiment. J'avoue que c'est ce syndrome qui me bloque le plus souvent. Quand vous avez un plan, une intrigue bien construite et des personnages attachants, la page blanche ne peut pas avoir lieu. Mais si vous galérez à trouver le premier mot, à trouver le premier mot de la première phrase, vous savez de quoi vous allez parler. Alors ce syndrome de la page blanche ne peut pas avoir lieu. Par contre, ce syndrome de l'imposteur vous répète à longueur de temps que vous n'avez rien à faire là, que vous n'avez rien à raconter de passionnant. Et c'est ça qui me bloque le plus. J'espère juste que cette histoire de détective assassiné qui mène des enquêtes dans l'au-delà avec l'aide d'un jeune médium qui découvre cet autre monde après un accident saura trouver le cœur de mes bêta-lecteurs. Et que leurs remarques seront celles qui me guideront vers la meilleure histoire possible. Si l'école d'écriture 2.0 vous intéresse, rendez-vous sur le site savoir-écrire.fr et partez à la découverte de tous les ateliers proposés. Vous pouvez également vous inscrire à sa newsletter. Hors période de vacances, il y en a une tous les jours à 7h du matin. Cécile Duquesne partage avec nous ses avancées d'écriture, ses romans, des points d'écriture à travailler, des inspirations et aussi régulièrement des promotions sur ses formations qui rendent l'écriture accessible à tous. Et nous voici embrayés sur la 3e partie, la chronique, mais pas que. Ce mois-ci, j'aimerais vous parler des salons où je vais aller ou que j'aimerais faire sur cette fin d'année 2024. Il y en a 3. Le premier arrive le week-end du 7 et 8 septembre 2024. C'est le Festival des littératures de genre, l'Étrange Grande. Ce sera une grande première pour moi. J'en ai entendu parler grâce à un de mes camarades de promo. Coucou Archie si tu passes par là. Nous avons prévu un week-end de salon, mais pas que, car j'aurai la joie de pouvoir rencontrer certains de mes camarades de promo et j'ai vraiment hâte. Cette 3e édition se déroulera à Étanges-Grande, dans le 57, la Moselle, en Lorraine, pour ceux qui ne maîtrisent pas les noms des départements, et célébrera Sir Arthur Conan Doyle. L'entrée est gratuite et promet plein de belles découvertes, telles qu'une exposition sur Sherlock Holmes, puisque c'est
l'invité d'honneur. Des rencontres avec les auteurs. Il y aura 130 auteurs et 40 éditeurs présents à cette édition, comme R.J. Ellory, Éric Foissier, Noémie Bourgois, Fabien Cerutti, Sam Cornell, Margot de Seine, Elias Green, Bloen Guilou, Ariel Holz, Alain Tepusugir, Julia Richard, Ina Sil ou encore Sieg Weilban. Et tant d'autres. Bref, que des auteurs intéressants. Désolée de ne pas tous vous les citer, mais faire la liste des 130 auteurs ne serait pas très productif. Revenons au programme de ce festival. Alors, entre prescriptions littéraires par les docteurs Pollard, les rencontres avec les illustrateurs, les artistes et les artisans, une grande enquête jeu de piste, des ateliers de dessin manga, des décors immersifs et des photos, une initiation au sabre laser, ça va intéresser mon amoureux, des jeux de société, des jeux de rôle, des ateliers d'écriture, voire même des matchs d'écriture, de stands de maquillage pour les enfants, etc., ainsi que des concerts en fin de journée et durant les soirées. Le programme promet aussi de belles tables rondes, comme le policier dans une époque historique, quand polar rime avec noir, thriller et dystopie, ou policier fantastique, Conan Doyle romancier complet des littératures de genre. Et avec tout ça, je crois que vraiment, je vais pas m'ennuyer. Atelier d'écriture, dessin manga, visite virtuelle du bureau de Sherlock Holmes. Quoi de mieux pour vivre de fabuleuses expériences? Pour en savoir plus, vous pouvez visiter leur site internet étrange-grande.fr. Dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous raconter cette aventure lors du prochain épisode et jeter un œil sur le programme qui est de toute beauté, façon gazette de la fin du 19e siècle. Passons au deuxième salon qui aura lieu le samedi 5 octobre 2024. C'est le festival de l'imaginaire Les Aliénales. Celui-ci m'intéresse beaucoup aussi, mais je ne sais pas encore si je pourrais m'y rendre. On verra bien. Pour en revenir à ce festival, c'est la 12e édition qui aura lieu à Allen-les-Hauts-Bourdins, dans le 59, dans le Nord, et pour info, c'est également gratuit. Cette édition réunira 80 invités, écrivains et illustrateurs confondus, entre les dédicaces, les animations sous le signe de l'étrange, le fantastique, le surnaturel, cette manifestation s'accompagne aussi d'un prix littéraire. Chaque année, un thème différent prend place et en 2024, ce thème portera sur les héros et les héroïnes. Sur le stand libraire, vous pourrez rencontrer, entre autres, Amélie Antoine, Georgia Caldera, Alexiane Delise, Victor Dixon, Yelena, Sophie Jomain, Tiff, Anna Etris, Edgy Twice ou Aurélie Wallenstein et bien d'autres encore. Certains auteurs de l'étrange grande seront également présents. Sur le stand éditeur, vous pourrez faire la connaissance de Camille Gédel ou Eline VDB, Cécile Guillot, Nora Lake, Thomas Andrew, Olivia Lapillus, Angie L. Derricker, Bertrand Crapé, Sacha Mora, Justine Tiffany Ouf, Tiffany, ou Maddy, mais pas que. Si vous êtes plutôt conférence, il y en aura deux. Une sur le héros conquérant de l'imaginaire de la fantaisie à l'Uchronie et une autre sur écrire un personnage préexistant, le cas du Docteur Who. Série d'ailleurs que j'apprécie énormément pour info. Info très utile, je m'en doute. Je vous en prie, c'est cadeau. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter leur site internet, alienal.com. Le troisième et dernier salon que je voudrais faire d'ici la fin de l'année 2024, c'est le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Du 27 novembre 2024 au 2 décembre 2024, se tiendra cette nouvelle édition. Celui-ci, je ne l'ai fait qu'une fois et il y a bien longtemps. Cela devait être en 2015, je pense. Mes fils étaient encore tout petits. Sniff de maman, dont les fils sont de grands ados maintenant. Mon aîné passe son bac cette année, le coup de vieux. Bref, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis et c'est bien dommage. Je le vois passer très régulièrement dans les vidéos des booktubeuses que je suis et il me fait énormément envie. Du coup, cette année, je me suis promis que coûte, nous irions y faire un tour. Alors, pour en revenir au SLPJ, pour les intimes, la thématique de cette 40e édition, 40e, vous vous rendez compte, est rêve général. On y parlera de neurosciences, d'écriture du réel, d'imaginaire, du rêve dans tous les sens du terme.
En ce qui concerne le calendrier provisoire et les premières dates, leur site indique les infos suivantes. Jeudi 3 octobre, ouverture de la billetterie en ligne. 5 € l'entrée les samedis, dimanches et lundis pour les plus de 18 ans. La prévente en ligne comprend un chèque-lire de 4 € offert, valable sur le salon. Ça vaut sacrément le coup. Aux caisses, le ticket d'entrée est à 5 € sans chèque-lire. Et le salon est gratuit pour tous les mercredis, jeudis et vendredis. Petit plus, pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, c'est gratuit tous les jours. Le mercredi 27 novembre verra donc l'ouverture du 40e Salon du Livre de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. C'est le rendez-vous incontournable de plus de 400 exposants et les plus grands auteurs français et internationaux de la littérature jeunesse pour des rencontres et des dédicaces, une grande exposition, des ateliers d'illustration, des parcours littéraires, des lectures ou des séances de films d'animation et même des visites guidées. Le petit plus de ce salon, c'est une chaîne télé disponible en live et en replay sur la TNT et les box internet. Au programme, émissions littéraires, leçons de dessin, rendez-vous autour de la littérature de jeunesse, flash info édition, exposition animée et un système de visioconférence pour maintenir les rencontres scolaires et les échanges professionnels. Pour ne rien louper, je trouve ce concept très intéressant, soit dit en passant. Comme les Aliénales, le SLPJ propose un prix littéraire où 6 nouvelles pépites viendront couronner les œuvres d'auteurs, illustrateurs et créateurs dans 4 catégories. Livres illustrés, fiction junior, bande dessinée, fiction ado. Une pépite d'or viendra également récompenser le livre jeunesse de l'année. Une vraie institution, je vous dis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet slpjplus.fr et notez bien dans vos agendas que nous en saurons plus au mois d'octobre. Et nous voici arrivés à la petite question du jour. Ce mois-ci, j'ai choisi la question « Quels livres ont changé ma vie de lectrice ?» Ou plutôt, comment j'en suis arrivée à lire et surtout à tant aimer lire. Apprendre à lire a été un vrai calvaire pour moi. Était-ce la méthode ou les heures passées à déchiffrer péniblement les syllabes ou les mots ? Je ne saurais le dire, mais j'y suis arrivée et c'est tout ce qui compte. Le premier livre que j'ai lu toute seule, c'était l'histoire d'un chat et d'un chien qui voulaient envoyer une lettre à leur ami et qui, après l'avoir écrite, sans lésiner sur les fautes d'orthographe, se préparèrent pour aller la poster. Mais quelle ne fut leur surprise en ouvrant la porte de constater que la neige tombait à gros flocons. Pourtant, poster leur lettre était plus important et ils se sont rendus à la poste malgré tout. Malheureusement, à leur retour, il y avait tellement de neige qu'ils eurent du mal à retrouver leur maison. La neige recouvrait tout et seule leur cheminée dépassait, les obligeant à creuser et à creuser encore et encore pour retrouver leur porte et se mettre au chaud. C'est une petite histoire tchèque, éditée dans les albums du Père Castor. Son titre est « Histoire de la lettre que le chat et le chien écrivirent à leurs petites amies ». Rien que ça. C'est grâce à ce livre que lire est devenu une évidence. En grandissant, mes types d'histoires ont évolué et la découverte des enquêtes d'Alice Roy de Caroline Keene ont vu mon appétence pour les romans policiers prendre le pas sur le reste de mes lectures. Je me suis mise à lire Sherlock Holmes, puis Agatha Christie, et je me suis passionnée pour des séries télé comme Les Maigret avec Bruno Kremer ou Les Brigades du Tigre avec Jean-Claude Bouillon ou Jean-Paul Tribou, ou les livres de Caleb Carr qui mettaient un aliéniste à la fin du 19e siècle dans des histoires de crimes aussi sanglants que Jack l'Éventreur. CF, l'aliéniste, c'est le titre du livre de Caleb Carr. Comme les aventures également de la famille Malocène de Daniel Pénac. Les cozy mystery et les romans noirs sont devenus une addiction au crime, aux détectives, aux personnalités bien trempées et au cheminement pour résoudre les mystères. Parce que c'est surtout cela, l'enquête, les indices, les liens entre les personnages, les suspects, les mobiles, bref, tout ce qui fait le genre policier qui m'a attirée. Puis il y a eu X-Files et Buffy contre les vampires qui m'ont fait m'intéresser à de nouveaux genres comme le fantastique ou les urban fantasy. J'ai découvert Entretien avec un vampire d'Anne Rice et toute la série qui en a découlé, Dracula de Bram Stoker,
le livre autant que le film. J'ai dévoré ces histoires de vampires et de sorcières et je passais même mes interclasses et mes récrés plongés dans ces histoires fabuleuses. Puis, en grandissant, en bossant pour payer mes études dans un Virgin, je voyais les titres des clients passer à ma caisse et cela m'a permis de découvrir l'univers génial de la fantasy. Avec la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, j'ai compris que des nouveaux mondes s'ouvraient à moi. Je pouvais partir en terre du milieu ou me perdre dans le Mordor. C'était génial. Ensuite, ce fut le tour des écoles de magie, de prendre leur place dans ma bibliothèque. Sur les conseils d'une de mes collègues de l'époque, je suis allée à Poudlard et ma rencontre avec Harry Potter de J.K. Rowling m'a ouvert encore plus de possibilités. Bref, ce n'est qu'une partie des livres qui ont changé ma vie de lectrice, je pourrais y passer des heures. Autant dire qu'avec la lecture, j'ai pu vivre 1000 vies, 1000 aventures et voyager dans 1000 mondes, tous uniques et fantastiques. Voilà ce que la lecture a fait pour moi, m'ouvrir de nouveaux horizons et me faire rêver de tant de choses merveilleuses. Voilà pour la petite question du jour. Retrouvez-moi pour d'autres thèmes dans les prochains épisodes. Vous pouvez également me laisser des commentaires ou me poser vos propres petites questions du jour en m'écrivant à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Nous avons abordé pour ce mois d'août la chronique de mes lectures avec pas moins de 8 livres. La chronique d'écriture s'est portée sur mes formations de l'école d'écriture 2.0 qui m'ont tant apporté d'outils pour améliorer mon écriture. La chronique, mais pas que, s'est portée sur les salons que j'aimerais faire en cette fin d'année 2024 parce que oui, on est plus proche de 2025 que de 2023. C'est fou ce que le temps passe vite. Et nous avons fini avec la petite question du jour qui portait sur mes premières découvertes littéraires. Ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez fait le plein de nouvelles idées de lecture pour faire augmenter votre palle. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram @jess_8angel et m'envoyer des mails sur ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Voilà, merci à tous. Au revoir et à bientôt.